Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Oui, je suis entraîné. Quelle mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ah bon, vous pensez que le golfe Persique est un golfe clair et que la mer y danse? Est-ce que vous pensez que le golfe d'Aden est un golfe clair où la mer danse? Oui, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça tout simplement. La mer est devenue, elle a toujours été évidemment, les flottes, on le sait, l'invincible Armada, etc., Trafalgar. Mais la mer est devenue plus que jamais un terrain d'affrontement aujourd'hui global. D'un côté, le détroit d'Ormuz, pour ne parler que de l'Asie et du Moyen-Orient, qui commande le golfe Persique. Et vous savez ce qu'il y a au golfe Persique, du point de vue des énergies fossiles, qui, contrairement à ce que disent certains écolos, ça marche encore très fort. Et le golfe d'Aden, qui commande la mer Rouge, le canal de Suez, parmi lesquels passe la moitié, ou en tout cas une très bonne proportion des marchandises du monde. Eh bien là, il y a le Yémen. Et en ce moment, les Houthis du Yémen qui font parler d'eux et qui bombardent des navires. Les Américains envoient leur flotte de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en parler avec un avocat spécialiste de la mer. Et vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais oui, bien sûr, vous arriverez jusqu'à San Francisco absolument sans aucun problème. Le problème, c'est que c'est pas San Francisco qui est en jeu actuellement. Et un livre est paru que j'ai lu qui s'appelle Les aventures maritimes d'une putain et de son proxénète. Alors, il y a la putain et la proxénète, mais il y a surtout la mer. Patrick Simon, vous avez écrit ce roman qui est paru aux éditions L'Harmattan. Et vous êtes un spécialiste, alors dites-moi le rôle de la mer, parce qu'on oublie d'abord que la planète bleue, la planète mer, elle fait quoi, les 3/4 du globe? Presque. Oui, C'est la planète bleue, effectivement, c'est une surface immense de mer, et c'est par cette voie maritime que sont transportés la grande majorité des produits du monde. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour revenir à l'actualité? Les Houthis. Voilà, entre effectivement le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, le golfe d'Aden avec le Yémen, la mer Rouge, est-ce que tous les événements, que ce soit Russie, Ukraine, que ce soit ce qui se passe Gaza, Palestine, que ce soit effectivement tout ce qu'il y a eu depuis des années, on ne parle pas que seulement d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a impacté le trafic commercial, ou pas encore, ou elle risque de l'impacter? Oui, elle l'impacte déjà, et ces attaques qui sont perpétrées par les rebelles Houthis du Yémen, financés par l'Iran, sur de gros porte-conteneurs en mer Rouge, ça, à mon avis, on peut y en tirer 3 enseignements. L'un géopolitique, l'autre militaire et le troisième juridique. Alors, je reprends ces éléments. D'accord. Les rebelles yéménites, qui sont financés par l'Iran, agissent, disent-ils, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Donc, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, ils ne s'en prendraient que à des navires israéliens. Or, ils s'en prennent à toute la flotte du monde occidental qu'ils rencontrent. Et ça veut dire, à mon avis, que ce nouveau totalitarisme islamiste, quel islamisme, ne combat pas seulement Israël, qui est la pointe avancée de la liberté dans un monde arabo-musulman livré aux dictatures ou au chaos, mais combat aussi le monde libre en général. Et cela veut dire que, par exemple, nous avons vu récemment que le porte-conteneur Maersk Hangzhou, qui bat pavillon danois, et qui appartient au plus gros armateur du monde, qui est Maersk, un armateur danois. Donc pas du tout israélien, là. Pas du tout israélien. Il a été attaqué, et donc ce porte-conteneur a appelé au secours la marine américaine, qui a envoyé un destroyer et des hélicoptères. Et que s'est-il passé lorsque les hélicoptères survolaient les 4 bateaux pirates? Eh bien, les bateaux pirates ont envoyé des tirs sur les hélicoptères. Ces derniers, enfin la marine américaine, en riposte, en légitime défense,
a coulé 3 des 4 bateaux et a tué la plupart des membres des équipages de ces 3 bateaux. Donc ça, mais cette histoire, elle donc est ça, vieille. C'est la première. Vous dites en fait que le Yémen, les Houthis du Yémen attaquent absolument systématiquement les navires, disons, d'Occident. D'Occident, enfin, c'est ça. Alors que ce n'est pas logique avec leur démarche. Et l'enseignement militaire, le deuxième point qu'on peut tirer, c'est que ces braves gens ne comprennent que le langage de la force. Et là, on voit quand même l'efficacité et l'utilité de l'armée américaine. Que serions-nous sans l'armée américaine? On aurait peut-être eu l'invasion soviétique. On a des armées françaises. Voilà. D'ailleurs, nous aussi, nous devrions en faire autant. Et je crois que c'est. Donc vous dites que c'est l'armée américaine aujourd'hui qui tient l'équilibre. Qui tient la chose. Cela n'empêche pas les Houthis de continuer leurs exactions et d'essayer. Récemment, il y a eu un autre navire, le Zographia, d'un armement grec, qui a été aussi attaqué. Mais si vous regardez le film Captain Phillips, là, avec Tom Hanks qui joue le rôle principal, vous verrez comment ça se passe. Alors ça, c'était les rebelles. Enfin, c'était pas politique. À cette époque, dans le golfe d'Aden, il y avait de la piraterie classique. Mais revenons à ça. Est-ce que les Houthis, en l'occurrence, peuvent bloquer? Peuvent arriver à un blocage du golfe d'Aden. Ils peuvent pas bloquer complètement, mais ils peuvent rendre la chose très difficile, et ça m'amène à mon troisième point, c'est que maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des armateurs sont obligés d'envoyer leurs navires faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Résultat des courses, $1 million de plus à payer par navire. Par navire. $1 million de plus par navire. En combustible, en frais d'escale. Parce qu'il faut faire le tour. Il faut faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. S'ils veulent éviter les pirates et les Houthis. Donc que font-ils? La question juridique qui va se poser à eux, ça c'est une question d'avocat, est-ce qu'on peut refuser d'exécuter son contrat pour raison de force majeure? Alors, je vais essayer de pas être trop technique. L'événement de force majeure, qu'est-ce que c'est? Quand il y a eu, il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, ce navire Ever Given, je défendais l'armateur propriétaire qui a bloqué tout le canal de Suez. Ça pouvait être considéré comme un événement de force majeure, en ce sens que c'était imprévisible, 2, extérieur aux autres navires, et 3, irrésistible. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'un de ces éléments, l'irrésistibilité n'est pas réunie. Car on ne peut pas dire c'est irrésistible, puisque c'est simplement plus cher. Vous devez payer plus pour faire le tour de l'Afrique. Mais vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire. Et alors surtout, ce qui va se passer, c'est que maintenant que l'événement est connu, les attaques des Houthis sont connues, il va y avoir c'est prévisible, et par conséquent, les armateurs vont augmenter leur prix. Et vont augmenter les assurances d'une part, et puis le prix des marchandises, ils vont les répercuter les augmentations de dépenses en les répercutant sur le prix des marchandises, sur les frais. Ça va impacter sur nous. Ça va impacter sur nous. Les marchandises, exactement. les produits. Et tous les bateaux qui chargent des marchandises dans le sud-est asiatique ou en Chine pour les amener en Europe, ça va coûter plus cher, sauf si évidemment tout est arrêté par les forces militaires en présence. Mais il faut regarder le film Captain Phillips, c'est très instructif là-dessus. Il y a une distinction à faire entre avant et après ces événements. Maintenant, après, ça veut dire que les prix vont sans doute augmenter. Ils se sont déjà envolés au moment du Covid. Oui, voilà. Donc l'inflation va être encore plus forte. Ça commence à se calmer dans l'inflation, mais là, il est à craindre effectivement qu'une bonne partie du trafic maritime mondial soit impactée par ces événements. Mais donc ça veut dire quand même, et là je reviens à l'avocat expert en droit maritime, ça veut dire quand même que quand on regarde la géographie, le détroit d'Ormuz, là ce n'est pas le théâtre des opérations aujourd'hui, mais qui commande le golfe Persique, le golfe d'Aden en revanche avec le Yémen qui commande la mer Rouge et le canal de Suez, ça veut dire qu'une minorité de gens peuvent bloquer une route de passage extrêmement importante, voire essentielle. Absolument. Une minorité de gens peuvent s'en prendre à ça. Alors, et il faut bien comprendre comment fonctionne le trafic maritime mondial, si vous avez une minute.
vous avez deux sortes de navires. Les porte-conteneurs, qui amènent des conteneurs avec des marchandises. Ça, je dirais, c'est la consommation. Oui. Et puis, vous avez les vraquiers. On n'en parle jamais de ceux-là. C'est quoi les vraquiers? Alors, les vraquiers, c'est ceux qui transportent des cargaisons en masse, comme le pétrole, le blé. C'est les méthaniers, c'est comme les méthaniers. Les méthaniers, c'est une forme de vraquier, c'est-à-dire ils transportent du gaz, justement. Du gaz, du pétrole, voilà. etc. Oui, et alors, la différence entre ces deux types de navires, c'est que les vraquiers, ils transportent des produits qui sont gardés en réserve longtemps et qui servent d'épargne. On a en réserve du pétrole, du gaz, du blé, du riz. Le riz est la marchandise la plus transportée au monde. On ne sait pas ça, mais du charbon, etc. Et donc tous ces vraquiers, eh bien, évidemment, ils doivent passer par le canal de Suez. Ben, bien sûr. Et donc, comme les porte-conteneurs, et eux aussi ont été attaqués. Il y a parfois un très gros encombrement. D'ailleurs, dans le livre, dans le roman dont vous avez eu la gentillesse de parler, je commence par ça. Je raconte les événements qui s'étaient passés il y a 50 ans au Nigeria, où il y avait peut-être près de 10% de la flotte mondiale immobilisée à attendre pour décharger du ciment. Alors ça veut dire, Patrick Simon, pour terminer, enfin provisoirement, on en reparlera et avec vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arme de la mer, enfin l'arme du blocage, ou l'arme effectivement des Houthis du Yémen, mais il peut y avoir beaucoup d'autres, qui peuvent bloquer à un moment donné le commerce mondial. Ils peuvent pas l'empêcher, mais pas l'empêcher, mais le réduire, le ralentir, l'affecter. C'est vrai, c'est arrivé. Et comme la mer est la seule façon de régler, parce que il y a deux raisons pour lesquelles on transporte tous ces marchandises par mer. C'est d'abord le volume, quand vous avez 100 000 tonnes de... On peut pas faire ça en avion. Hein. Non, on peut pas faire ça en avion, ni même en train, ni même en camion. Ouais. Et donc, on ne peut le faire que en maritime. Et la deuxième raison, c'est aussi le prix. Car le transport maritime est le transport le moins cher de tous les transports. Donc, ça explique pourquoi il y ait tous ces transports par le canal de Suez. Merci Patrick Simon. Je rappelle votre livre, lisez-le, il est très, ça se lit comme... C'est un roman d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de choses vraies. Les aventures maritimes d'une putain et de son proxénète, paru à l'Harmattan. On reparlera de tout ça avec vous. Merci. C'est moi. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va faire les pères, les hues et les bravos d'André Berkoff. Tiens, et on vous pose cette question. Est-ce que vous avez un comportement climaticide? Et oui, on va en parler. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.